Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien du jour. Alors la colère, vous connaissez cet affect, vous la craignez parfois et même vous essayez de la fuir. Bref, elle a mauvaise presse. Et bien justement aujourd'hui, pour cet entretien du jour, notre invité va essayer de vous réconcilier avec la colère et même de montrer qu'elle est presque nécessaire, voire vitale. C'est dans cet ouvrage, Le visage d'une colère, que Sophie Guilabru va vous représenter, vous faire redécouvrir cet affect. Sophie Guilabru, bonjour. Bonjour. Alors, je me suis dit, fallait-il être d'abord en colère pour pouvoir écrire un essai sur la colère ? Personnellement, j'étais en colère et c'est la redécouverte et l'exploration de cet affect dans ma vie personnelle et en observant aussi celle des autres qui m'a donné envie, oui, de montrer tout son potentiel philosophique et son intérêt. Alors, en quoi la colère est-elle vitale pour vous ? Si vous deviez présenter rapidement, synthétiquement le... Oui. C'est vrai que je pose la thèse que la colère régénère notre vitalité parce que déjà elle nous indique, elle se manifeste quand existe un malaise face à une offense, une blessure, un dysfonctionnement, des déséquilibres ou des atteintes à nos libertés et donc elle est un moteur pour surmonter ces épreuves, pour les combattre, pour trouver des solutions, initier des actions pour y répondre et donc lutter contre un effondrement dans la tristesse ou alors dans le ressentiment. Donc elle est un moteur très profond et qui est un moteur en plus créatif. Alors je disais, la colère a mauvaise presse, enfin une mauvaise image, on essaie de la fuir. Quand j'ai lu votre ouvrage, il y a quelques références cinématographiques et moi j'ai pensé à 12 hommes en colère, avec le titre. Et quand on regarde le film, on se dit, il y a une opposition entre la raison et la colère. Vous qui êtes philosophe, dois-je le préciser, vous enseignez notamment à la faculté de la Sorbonne Paris 1. Je me suis dit, donc il y a cette opposition raison et colère, parce que c'est clairement la raison qui gagne dans ce film, hein, en tout cas en première lecture. Et alors est-ce que c'est une vision erronée, cette opposition ? Est-ce qu'elle est justifiée ? Et est-ce qu'en fait on ne souffre pas d'un mauvais héritage de la colère sur le plan culturel et même dans notre approche qu'on a de la colère ? Oui, c'est vrai que c'est un film très intéressant, mais je dirais que le personnage principal, qui est incarné par Henry Fonda Davis et qui fait basculer tout le film dans une intrigue philosophique pour combattre les préjugés, les a priori, les certitudes des autres personnages qui veulent condamner donc l'adolescent pour un crime dont on ne sait pas s'il l'a commis sur son père, eh bien Henry Fonda a lui aussi une colère. Il a une colère qui est très différente de celle des autres, qui n'est pas la colère, et ça me permet de faire des distinctions que je pose dans le livre. Il n'est pas dans une assertion, une affirmation dogmatique, tyrannique. Il ne cherche pas à dominer absolument les autres avec des certitudes ou des préjugés. Il n'est pas dans une forme de caprice ou de frustration parce qu'il veut sortir ou aller voir un match, comme c'est le cas d'un des personnages. Il a une colère qui est en fait reliée à la notion de justice et il estime que le délibéré à huis clos est beaucoup trop rapide, beaucoup trop injuste, discriminant pour ce jeune homme et donc sa colère en fait est profondément raisonnable et plus rationnelle que celle des autres. Elle est la colère dont je parle. Le reste, c'est plutôt caprice, frustration, tyrannie, crise de domination. Et donc, il exprime très bien ce que je veux dire dans le livre. Ce qui montre en fait que la colère, dans son expression au moins physique, ne se limite pas à quelque chose de violent, à une forme de puissance en fait. Non, ça peut être une forme de sagesse, en tout cas extériorisée, mais qui est nourrie par quelque chose de très profond. Et cette colère... alors, motivé par l'injustice, une douleur, etc. Mais voilà, ce que vous montrez dans votre livre, c'est que la colère, physiquement, dans son expression, n'est pas quelque chose de forcément de dur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle part du corps. C'est tout de même un affect et une émotion qui vient du corps. Et ça se voit aussi chez Henry Fonda. Quand il est en colère, il y a toute une gestuelle, une façon de marcher. On voit bien qu'il est en colère dans son corps. Mais en revanche, ce n'est pas parce que ça vient du corps que ça n'est pas intelligent ou rationnel. Ou raisonnable. C'est d'abord une chose que je défends. Et en plus, ce n'est pas parce qu'on est en colère que cela s'épuise complètement dans un cri ou dans une attitude gestuelle complètement chaotique, en fait, ou ou dans des gestes volcaniques. On peut être en colère, et que ça se manifeste un peu dans le corps, mais ça peut être aussi dans un débit verbal, des arguments, ou dans le silence de désapprobation. Ça ne s'épuise pas forcément dans des gestes agressifs. La colère, est-ce que c'est pas forcément finalement le premier affect de l'être humain ? Je pense au bébé qui crie à la naissance, c'est peut-être le point de départ. Et finalement, est-ce que tout se joue dans notre mauvais rapport qu'on aurait à la colère aujourd'hui, puisque votre livre remet un peu en question notre rapport à la colère ? Est-ce que ça ne commence pas aussi par l'éducation de l'enfance, une mauvaise gestion de la colère de l'enfant ?
Oui, c'est un point important pour moi. J'essaye de montrer qu'il y a une désapprobation de la colère qui est donc philosophique, religieuse, sociale, mais qui est aussi, et qui se joue dès l'enfance. Parce que on apprend très tôt dans l'enfance à ne pas se mettre en colère, on désapprend, je pense de manière générale, le rapport aux émotions, mais encore plus à la colère. Alors évidemment, il y a des colères chez l'enfant de frustration ou d'anxiété quand il doit se séparer de ses parents ou s'en distinguer, apprendre à être autonome ou quand il rencontre des limites. Mais il y a aussi une colère toujours et encore liée à sa liberté, au sentiment d'avoir été blessé, d'être abîmé dans son altérité ou de subir des injustices. Et je crois que pour l'enfant, cette colère-là est encore plus difficile à assumer, exprimer, parce qu'il prend des risques plus gros, parce qu'il dépend de ses parents. Et donc, cette dépendance à ses parents très structurelle lui rend encore plus impossible, je pense, parce qu'il n'a pas les moyens de l'assumer, il n'a pas les moyens de partir complètement. Donc, il va être obligé, et puis par loyauté, parce qu'il a besoin d'affection, il va être obligé de taire cette colère. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on pourrait se dire que finalement, chacun a vécu cette expérience, ce vécu de la colère de l'enfance, renié par ses parents. On pourrait se dire qu'une fois que l'enfant est devenu adulte et à son tour parent, par expérience, il serait adopté son attitude et mieux prendre en compte la colère de son enfant. On a l'impression que finalement, les générations passent et on est incapable de rétablir notre rapport à la colère. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant à remarquer, c'est qu'on a tendance à oublier, à refouler justement les petites violences ou les petites douleurs, comme les très grandes maltraitances. On a tendance à les refouler, à les occulter, parce que l'on préfère rester proche, parce qu'on espère toujours aussi... on a du mal à critiquer ses parents, à poser des jugements, parfois des séparations, voire des ruptures. Mais même dans les cas moins dramatiques, il est compliqué de prendre des distances avec ses parents, de les juger. Donc on a tendance à refouler, à oublier et à reproduire. Reproduire, c'est aussi une façon de confirmer cette loyauté à ses parents. Si je fais pareil qu'eux, ils ne se sont pas trompés avec moi. Donc on continue, on reproduit les chaînes. C'est aussi un essai de philosophie politique, même si c'est évidemment vulgarisé pour que ce soit ouvert à un plus large public que de philosophes. Et quand je pense au terrain politique, la colère, on se dit, il y a un paradoxe en fait, c'est que quand on voit les réseaux sociaux, on a l'impression que la colère, en fait, on peut l'exprimer. Et en même temps, vous dites que ça reste quelque chose de tabou. Comment vous expliquez ce paradoxe apparent Alors déjà, il faudrait se demander si le harcèlement en ligne est de la colère, par exemple, si on parle de ça. Là, il s'agit juste plutôt de haine, de violence haineuse pour détruire les autres. Ah ouais, d'ailleurs la nuance entre la haine et la colère, comment vous... Justement, c'est exactement ça, c'est que s'il s'agit d'être violent, agressif, dans le projet de détruire l'autre, parce que c'est ça le harcèlement, nous avons affaire à la haine. C'est plutôt ce à quoi on assiste en réalité sur les réseaux sociaux. Après, quand il existe un tweet ou un post colérique, cela peut arriver, mais ça n'a pas la même proportion et le même potentiel de destruction que du harcèlement. Moi, je fais quand même la distinction. Et donc, je ne sais pas, oui, bien sûr qu'on désapprouve tous le harcèlement en ligne, la violence, l'agressivité et la haine. La colère, finalement, en ligne, je ne sais pas si elle porte vraiment un écho, si elle porte vraiment à conséquence. Je pense quand même qu'elle met mal à l'aise de toute façon, même les autres derrière leur écran, sauf s'ils se fédèrent à cette colère. En fait, la nuance, c'est que la haine a une dimension destructrice, en fait. Oui, négatrice de l'autre, oui. Restons sur le terrain politique. On a eu quand même... sur ces 2 dernières années, 2 grandes crises importantes, 3 dernières années. Je pense notamment à la crise des Gilets jaunes, plus récemment, actuellement encore la crise sanitaire. Et moi, j'observais finalement 2 colères qui s'opposaient. Une colère dans ces 2 crises, une colère qui appelait à la plus de liberté, et une autre colère en face qui demandait de la sécurité. Et là, je me suis dit, même si la colère est peut-être vitale dans l'action, dans le politique, il me semble que l'intérêt de tout, c'est de faire société. Et je me suis demandé, quand on voit 2 colères qui s'opposent de manière frontale, comment peut-on espérer faire société quand finalement la colère est le grand moteur de posture politique, d'action politique? Concernant les Gilets jaunes, leur colère a également pris de l'ampleur et elle s'est installée dans la durée. Et il y a parfois eu
même des manifestations violentes et agressives en raison du fait qu'elle n'a jamais été prise au sérieux dès son point de départ. À mon avis, par les gouvernants et peut-être aussi par la société civile et médiatique, qui a tout de suite eu beaucoup d'inquiétude, de peur, de malaise, de gêne. Et on a tout de suite assimilé les Gilets jaunes, et ce discours peut encore exister, même s'il est moins prégnant, c'est que les Gilets jaunes, plutôt classe modeste, voire précaire, laborieuse, étaient une masse qui grognait et qui ne comprenait pas véritablement les intérêts de la nation, peut-être même pas les leurs, et donc voilà, que c'était des gens qui justement agissaient uniquement par impulsivité et non pas du tout par une réflexion, par bon sens. Et donc, à mon avis, ce mépris de leur colère n'a pas pu aider. Il aurait fallu accueillir cette colère, sincèrement discuter et peut-être accéder à certaines demandes pour qu'elle soit, comment dire, qu'elle se canalise, qu'elle trouve un chemin et peut-être qu'elle ne se devienne pas complètement explosive. On a quand même l'impression, avec ces deux exemples récents politiques, qu'il est difficile d'éviter, avec la colère, de rentrer dans un cercle vicieux de violence, d'escalade. C'est-à-dire que les colères se répondent et en fait, les colères s'accumulent. Et en fait, autant quand on est tout seul, on peut maîtriser sa colère dans le sens où, comme le personnage de Fonda dans 12 hommes en colère, l'impression que à l'échelle d'une société, d'un groupe, d'un collectif, les colères s'accumulant, en fait, l'homme perd le contrôle de cet affect et c'est là où ça peut devenir un danger, non ? Cela dit, en France, la notion même de république s'est effectivement fondée sur une colère, voire des mouvements haineux, une immense destruction, des tueries. La Révolution française, c'est tout de même ça. On a tendance à l'oublier et on l'avait encore plus oublié en regardant les Gilets jaunes, pensant que ce n'était pas un mouvement démocratique et républicain, mais il n'y a pas plus républicain et démocratique en réalité. C'est tout de même ça qui a mis fin à la monarchie. C'est la plus grande violence, de manière encore plus violente peut-être que les Gilets jaunes. Donc, si la question est de se demander si on peut faire démocratie-république, voilà comment elle s'est fondée. Je ne dis pas que c'est juste justifiable, mais c'est un constat politique qu'il faut faire. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que la démocratie doit être l'accueil de la conflictualité. Et je pense que ça a pu être le cas surtout quand les syndicats avaient un rôle important, puisqu'en fait, ils canalisaient les colères, ils proposaient des programmes, ils relayaient peut-être mieux qu'à présent les revendications. Et donc, tout cela s'organisait sans doute un peu mieux. Je pense que la perte de vitesse des syndicats, peut-être de la politisation des gens, leur isolement, fait que... et puis la délégitimation de la colère, fait qu'ils se retrouvent complètement esselés, isolés. Et donc, il y a eu ce mouvement sans représentant, spontané, peut-être un peu chaotique, mais qui demandait des choses. Et encore une fois, ils ont demandé des choses, somme toute, assez raisonnables et pour également aller vers plus de démocratie. Et ils n'ont jamais été entendus, très très peu. Et je pense que c'est aussi là, l'exaspération s'est jouée là quand même. Et est-ce que ça n'est pas violent de ne pas leur répondre ou en les insultant ou en les méprisant ? Je pense que c'est une violence symbolique tout aussi importante que celle de détruire parfois du mobilier urbain. Et encore, je veux dire que ça n'est pas du tout non plus la majorité des Gilets jaunes. Hein. Tiens, je voulais presque finir sur une question, vous qui êtes phénoménologue, lectrice de Lévinas notamment, et qui est enseignante, vous parlez de représentation. Les jeunes dans cette crise sanitaire, qui ont finalement subi beaucoup les différentes restrictions, notamment le port du masque en classe, et qui finalement ont été disciplinés à ce niveau-là, on ne les a pas entendus se plaindre, c'est à la limite des adultes qui se sont plaints pour eux. Je voulais savoir quelle lecture vous aviez de ce vécu. Est-ce qu'il y avait une colère quand même manifeste chez vos élèves ou est-ce que finalement vous avez fait face à une génération qui, presque j'allais dire aseptisée, capable de renoncer à des libertés, à subir ce genre de restrictions, ou s'il y avait quand même un sentiment de révolte qui émergeait un peu quand même? Il y a beaucoup de choses à dire, c'est-à-dire qu'il y a eu de la colère, c'est certain, mais effectivement, même quand elle pouvait exister, parfois elle n'existait même pas, parfois elle existait, elle était complètement refoulée, surtout chez les plus jeunes, c'est-à-dire chez les lycéens, et je l'explique j'ai remarqué qu'ils se sentaient extrêmement coupables, c'est-à-dire qu'ils ont parfaitement intégré, je pense, les discours qui pouvaient créer de la peur et aussi de la culpabilisation des jeunes.
Parce que durant un temps quand même, on l'a oublié, mais on a considéré que c'était peut-être même les enfants ou les plus jeunes qui étaient des super contaminateurs, qui diffusaient plus. On a découvert et on a su par la suite que ce n'était pas le cas, mais l'idée était tout de même un peu saugrenue. Et donc, ils ont intégré que parce qu'ils étaient jeunes, et puis parce qu'on les affublait du fait qu'ils allaient plus se voir, plus se mélanger, plus que des adultes. Je ne sais pas si c'est absolument vrai. Enfin, en tout cas, on les a accablés, on a considéré qu'ils étaient plus dangereux, plus inconscients, irresponsables. Et ce mouvement de culpabilisation a été parfaitement intégré. Et j'ai pu remarquer qu'ils étaient, oui, ils avaient très très peur d'exprimer un ras-le-bol, une colère, même des revendications, parce qu'ils se disaient qu'ils allaient être jugés, condamnés, voilà, qu'ils allaient tout de suite, on allait leur tomber dessus. Donc je pense qu'ils ont senti ça, ils l'ont intégré, et donc ils ont voulu surdémontrer leur obéissance, leur bienveillance. Ils ont voulu surtout manifester ça, à mon avis. Eh bien, maintenant que les masques sont tombés, on espère définitivement, on peut voir maintenant le visage de leur colère s'il faut. C'est en tout cas le titre de votre ouvrage. Sophie Guélabruy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir regardés et continuer à nous suivre sur Télé Sud. Bonne journée à vous.